Et donc, j'appelle les intervenants de cette première séquence. Yves Le Breton, le directeur général de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Pascal Berthaud, le directeur général du CEREMA. Et puis avec nous pour cette première table ronde, Bertrand Olivier, le maire de Joinville, dans la Haute-Marne. Catherine Chevillot, la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et Juliette Auricoste, la directrice du programme Petite Ville de demain. Voilà, mesdames, messieurs, prenez place. Et avant d'entrer donc dans les trois séquences de cette matinée d'échange avec vous, peut-être d'abord Yves Le Breton, monsieur le directeur général de l'ANCT, quand on dit retour sur un an d'action, concrètement, qu'est-ce que ça a été cette année? Tout à l'heure, Jacqueline Gouraud disait un État facilitateur, accompagnateur, animateur dans un programme agile et vivant. Concrètement, qu'est-ce que ça a été cette année? Alors, pour nous, et Caroline Cailleux y faisait allusion tout à l'heure, le programme Petite Ville de demain a une importance toute particulière parce qu'il est le premier que nous ayons entièrement développé avec tous nos partenaires au sein même de l'ANCT. Donc il est vraiment estampillé ANCT, il est très représentatif de ce que nous souhaitons être la méthode de travail de l'agence. Et je dirais qu'après un an de recul, on constate qu'on est vraiment dans la philosophie qui a conduit à la création de l'ANCT, c'est-à-dire un outil au service des collectivités, au service de leurs projets, avec à la fois un partenariat national très poussé, très riche. Et je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui sont présents dans cette salle ce matin, parce que c'est à la fois un partenariat avec des opérateurs de l'État. Je salue notamment le CEREMA et son directeur général. C'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, c'est la Caisse des dépôts, Banque des territoires aussi pour nous très important. C'est un partenariat fort avec les associations d'élus, et je voudrais saluer en particulier la PVF avec son président ici présent, puis j'ai vu aussi le délégué dans la salle. Et puis au-delà, c'est autour de l'État territorial, donc avec le préfet de département, délégué territorial de l'agence, que ces différents projets pour les 1600 communes sont examinés et sont mis en œuvre. Donc pour nous, un bilan extrêmement positif. Une vraie volonté des communes d'avancer. Je crois que les élus présents au cours des différentes tables rondes pourront le confirmer. On a bien avancé sur les conventions, c'était dit tout à l'heure. On avance aussi sur le recrutement des chefs de projet parce que cette notion d'ingénierie, et on pourra en parler un peu en détail ce matin, est essentielle dans le déroulement du programme. Et donc au final, une première année d'exercice du programme qui se révèle extrêmement riche. Eh bien justement, on va en parler de l'ingénierie et du rôle du chef de projet, mais avant d'entrer dans le débat, nous allons partir en images à Joinville, dans la Haute-Marne. Joinville, 3100 habitants, et son maire est avec nous, Bertrand Olivier, mais là on va rejoindre le chef de projet tout de suite en images. Joinville, dans la Haute-Marne. Comme beaucoup de bourgs en France, Joinville souffrait il y a quelques années d'une dégradation démographique et économique. Refusant la fatalité, la municipalité a décidé de réagir il y a une dizaine d'années. Dans le cadre de la politique de revitalisation du centre-bourg, la démarche a été à la fois globale sur l'ensemble de la ville, équipement, limitation de l'étalement urbain, et maximisée sur le cœur de ville où les problèmes se conjuguaient, mais où à la fois on est dans des politiques transversales avec le patrimoine comme chapeau, c'est l'enveloppe bâtie et paysagère, et là-dedans l'habitat, le commerce, la culture, l'ensemble des fonctions. La municipalité a donc mis l'accent sur la rénovation de son patrimoine. Si elle a engagé des travaux sur le patrimoine public, l'essentiel du budget a été alloué à des projets privés par le biais de subventions. Et la ville peut parfois, lorsque la situation est compliquée sur un immeuble et qu'on n'arrive pas à avoir le foncier, là prendre une procédure coercitive, s'occuper de la reprise du foncier, quitte à le recéder ou le revendre ensuite. Mais la finalité, c'est toujours de trouver une fonction et une restauration de qualité. Un architecte des bâtiments de France accompagne la municipalité et les acteurs privés de l'étude de leurs projets jusqu'à la fin de la réalisation des travaux.
Une permanence architecture et urbanisme a été mise en place au sein de la mairie. Joinville possède un patrimoine très riche, qui a été oublié jusqu'assez récemment. Ce patrimoine, on le retrouve non seulement sur les extérieurs, mais également sur des intérieurs. Le patrimoine, forcément, forge l'identité de la ville. C'est une richesse commune que chacun doit pouvoir partager. Un inventaire du patrimoine est toujours en cours. Les propriétaires qui le désirent sont invités à y participer. Par le travail d'inventaire, par le travail de mise en valeur, l'intérêt de pouvoir faire en sorte que chacun des propriétaires, chacun des visiteurs puisse se réapproprier ce patrimoine et participer à la mise en valeur et au partage de la connaissance sur ce patrimoine. La revitalisation du centre-bourg, c'est une prise de conscience politique qu'il y a un problème dans les cœurs de ville en général et dans les petits bourgs en particulier. Et une fois qu'il y a une prise de position politique qui commence à se clarifier sur ce sujet, elle a besoin évidemment pour être mise en œuvre de techniciens, mais aussi d'alimentation après entre le technique et le politique pour encore mieux approfondir les problématiques du territoire et développer davantage encore cette équipe technique et ses actions. La mise en place d'une AVAP en 2012 et d'un comité local d'accélération des politiques publiques par les services de l'État ont encore dynamisé les opérations de rénovation. Alors toute cette démarche de revitalisation du centre-bourg a permis de mettre en place beaucoup de chantiers. Les habitants reprennent confiance dans la ville, dans leur histoire et retrouvent progressivement un sentiment de fierté par rapport à la ville grâce aussi au label Petite Cité de Caractère. Voilà, reprendre de la confiance, c'est ce que vous souhaitiez, Bertrand Olivier, maire de Joinville. D'ailleurs, il faut le rappeler, le programme Petite Ville de demain, il a été conçu sur la base de différents retours d'expérience, notamment celui des AMI Centre-Bourg, qui a accompagné une cinquantaine de collectivités, dont la vôtre depuis 2014. Et puis on en profite pour saluer Anthony Koenig, le chef de projet qui est avec nous ce matin aussi, pas parler de patrimoine, même si on a vu la réalisation, mais on aimerait parler de méthode avec vous, d'ingénierie, puisque vous en êtes le maire de cette ville de Joinville. Je le disais, Joinville, c'est un peu plus de 3000 habitants. Et vous avez aujourd'hui ce travail en binôme avec votre chef de projet. Comment on fait ce binôme réussi entre le chef de projet et le maire? La moitié, plus de la moitié d'ailleurs de vos collègues maires n'ont pas encore recruté leur chef de projet. Donc c'est le moment aussi de passer les bons messages sur ce que doit être ce travail collaboratif entre l'élu et le chef de projet. Très bien. Bonjour, on m'entend. Voilà. Oui, on vous Bonjour à vous tous, on est ravis d'être ici et de représenter la ville de Joinville. Alors oui, il faut un petit peu d'audace, il faut faire un pari sur l'avenir. Donc on a embauché ce chargé de mission, Anthony Koenig, il y a à peu près une petite dizaine d'années, en préambule quelque part de l'appel à projet AMI Centre-Bourg. On s'est dit, il y a un véritable problème dans cette ville, on a perdu près d'un tiers de la population en 15-20 ans. Il faut réagir, il faut faire un diagnostic sans concession de la ville pour partir de bases saines et il faut s'accompagner, il faut être accompagné évidemment d'une ingénierie solide. Alors c'est un pari pour une petite ville comme la nôtre aussi, d'investir aussi dans cette ingénierie. Et puis on a été accompagné effectivement par la suite à travers l'AMI Centre-Bourg et aujourd'hui les petites villes de demain. Alors moi très clairement je ne peux plus m'en passer de mon chargé de mission, c'est mon chef de projet, c'est plus possible, c'est une drogue. C'est un véritable couteau suisse, faut savoir, il fait tout. C'est une approche multi-thématique, multiscalaire. C'est indispensable aujourd'hui pour avoir véritablement notre vision globale et transversale du projet que nous avons. C'est des échanges permanents. Il m'accompagne à mettre en œuvre effectivement tout ce projet et surtout ces solutions. Donc on est parti sur différentes phases. D'une part un bilan, un diagnostic sans concession comme je vous l'ai dit. C'est ça, le fruit de votre expérience qui est déjà longue, c'est d'abord le temps du diagnostic et de la construction des fondations. Il faut une base saine. Il faut regarder et surtout votre chargé de mission, il va avoir cet œil extérieur. C'est souvent quelqu'un qui est recruté sur des départements aux alentours, donc il ne connaît pas forcément l'historique de votre ville. Donc c'est important d'avoir cet œil extérieur, parce que vous allez vous confronter avec lui. Vous connaissez le passé de plus ou moins de votre commune, mais lui, il va avoir un œil neuf. Il va pouvoir vous secouer quelque part, vous dire, tiens, ça, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire ?
Et ça, c'est véritablement très enrichissant de notre réflexion. Alors il y a le binôme et puis il y a aussi l'équipe derrière. Il y a toute une équipe à constituer au-delà de l'élu et du chef de projet pour entraîner tout le territoire. Il y a cette équipe et il y a ce travail en réseau. On l'a dit, c'est extrêmement important. Madame la ministre l'a rappelé, avec notamment les services de la préfecture, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a la NCT, mais qui travaillait déjà avec nous à travers le CGET. Des gens formidables qu'on peut avoir comme ressources d'ailleurs en termes d'ingénierie complémentaire pour des questions plus techniques. Donc c'est ce véritable mise en réseau qui est extrêmement intéressant. Et puis demain, avec vous tous également, tous les élus présents, l'idée c'est d'avoir véritablement un réseau d'ingénierie qui soit le plus performant possible. Parce que vous allez vous apercevoir, les questions rapidement sont extrêmement compliquées, techniques, quand on met en œuvre un certain nombre d'outils, comme les ORI, les OPA ou un certain nombre d'arrêtés municipaux, ça peut être très complexe, très vite complexe, donc il faut véritablement avoir une technicité et à travers donc cette ingénierie. Merci Bertrand Olivier. Alors technicité, ingénierie, je me tourne vers Pascal Berthaud, le patron du CEREMA. Hein, c'est justement là que vous pouvez intervenir, puisque souvent dans les petites villes, les services en interne ont besoin de support et d'appui. Comment le CEREMA aide le passage de la belle idée au projet concret ? Je crois qu'effectivement, c'est bien le sujet. Finalement, quand on regarde objectivement, les petites villes ont des atouts absolument incontestables, particulièrement d'ailleurs depuis le Covid, où on s'est rendu compte que finalement, avec le télétravail, avec le numérique, on est capable de redonner une qualité de vie particulièrement importante aux citoyens. La difficulté, c'est tout à fait ce que vous disiez, monsieur le maire, c'est qu'elles n'y sont pas préparées. Et c'est vrai que par rapport à ça, le CEREMA a mis en place tout un dispositif pour pouvoir les accompagner. À la fois d'abord un dispositif d'appui aux collectivités avec effectivement une première expertise à leur demande qui est effectuée totalement gratuitement, de quelques jours d'expertise, et puis bien évidemment en partenariat avec la NCT, si la ville souhaite aller plus loin, une expertise qui est très largement effectivement subventionnée et donc qui ne coûte pas grand-chose. Et puis, au-delà de ça, vous l'avez évoqué dans la précédente intervention, le sujet de fond, bien évidemment, c'est d'avoir des chefs de projet qui puissent porter l'ensemble du projet. Et on voit bien qu'il est assez difficile d'en recruter, si j'ose dire, tout formaté. Et donc avec le programme PVD, on a mis en place un programme de formation des chefs de projet. On a déjà formé entre 500 et 600 personnes, 250 chefs de projet. Et puis ça n'est que le début. Ça n'est que le début, bien sûr. L'idée, c'est à la fois à travers une formation initiale dans un premier temps et puis d'autres formations derrière. Et je crois qu'effectivement, avec le CNAM, on pourra aussi faire des choses assez sympas, d'avoir un accompagnement de ces chefs de projet, de créer une communauté métier, comme on dit aujourd'hui, qui permettent aussi aux chefs de projet de se parler entre eux, qui permettent d'animer l'ensemble et finalement d'apporter ce savoir-faire dont on voit bien évidemment qu'il est totalement indispensable au projet, parce que c'est vrai que si les petites villes ont des atouts absolument indispensables, ça nécessite évidemment un vrai savoir-faire pour arriver à transformer ces atouts réellement sur le terrain et en faire effectivement des solutions qui gagnent. Communauté de métiers, réseau, dites-vous, et puis cet enjeu de formation sur des nouveaux métiers du territoire aussi, parce que je pense qu'il s'est passé en 10 ans beaucoup d'évolutions, comme vous avez pu le vivre à Joinville. Catherine Chevillot, vous êtes la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alors, quand on parle de formation des chefs de projet, vous avez imaginé des modules de formation complémentaires. Comment la Cité de l'Architecture et du Patrimoine peut contribuer à tisser des liens et aider à la prise en compte et en charge, notamment du patrimoine bâti ? Oui, d'abord, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, patrimoine dans son titre. Et elle ne pouvait pas rester indifférente au fait que sur les 1600 petites villes de demain, il y en a 250 qui sont déjà dotées d'un site patrimonial remarquable. Il y en a plus de 1000 qui ont un très fort potentiel et il y en a 1300, c'est-à-dire
plus de 80%, qui ont un monument historique. Et comme l'a dit monsieur le maire de Joinville, le patrimoine est un véritable levier, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça nous a déterminé évidemment à entrer dans cet accompagnement, de même manière que nous sommes aussi partenaires de Action Cœur de Ville. Et cet apport peut vraiment entraîner quelque chose dans ces villes. Alors il nous a paru naturel d'essayer de construire en partenariat avec le CNAM, je remercie évidemment énormément son administrateur général Olivier Faron, et en complicité avec Juliette Oricos, un module complémentaire du socle que M. Berthaud a évoqué, qui pourrait en gros donner des clés, donner des outils, une boîte à outils au couteau suisse que vous avez évoqué, monsieur le maire. Et Jacqueline Gouraud, ce matin, a insisté sur l'approche qualitative. Hein. C'est ça. Alors, le mot de beauté aussi a été employé par les premières intervenantes de la journée. Et je crois que ça, c'est tout à fait dans le projet que vous portez à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est très important parce que le patrimoine, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une ressource aussi, au même titre que la ressource commerciale, la ressource économique, les ressources naturelles, etc. C'est une ressource. La Fondation du patrimoine a récemment fait une étude qui montrait que quand on investissait 1 euro dans le patrimoine, en fait, c'était 21 euros qui se retrouvaient investis dans la vie locale. Donc c'est considérable. Et pour cela, il faut monter en compétences et donc ces formations complémentaires. Mais c'est aussi une ressource, c'est aussi une valeur. Ce n'est pas seulement une ressource, c'est une valeur dans laquelle se retrouvent tous nos concitoyens, parce que tout simplement la culture d'un pays, c'est le ciment d'une société. Donc d'où cette formation complémentaire qui vise à apprendre, à donner des clés à ces chefs de projet pour, par exemple, connaître mieux leurs interlocuteurs sur le terrain. Il y en a à tous les niveaux, municipaux, départementaux, régionaux, nationaux, etc. C'est très complexe. Mais dialoguer aussi avec les architectes des bâtiments de France, par exemple, les c'est pas toujours architectes des bâtiments de France. Même si apparemment à Joinville, ça avait l'air vraiment tout à fait harmonieux. Alors nous formons en plus à la Cité, par le biais de l'école de Chaillot, les architectes des bâtiments de France et les architectes du patrimoine. Nous avons vu les deux, sont deux interlocuteurs fondamentaux pour les petites villes. Et l'école de Chaillot a cette expertise sur le patrimoine qui permet aussi d'aider les chefs de projet à trouver de nouveaux usages pour le patrimoine. Et je crois que vous l'avez bien montré dans votre film. La réussite d'un projet tel que celui-là, c'est l'alliance réussie entre une restauration, certes, mais un nouvel usage. Et ça, c'est tout à fait déterminant pour tirer vers le haut ces cœurs de ville. Merci Catherine Chevillot. Alors Juliette Oricoste, Madame la directrice du programme Petite Ville de demain, vous mettez bien sûr l'accent sur cette ingénierie territoriale à renforcer. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver. On a hâte d'échanger à midi et tout autour du Forum des partenaires. Effectivement, dans ce programme qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants des petites villes, de vos villes et des territoires alentours, on l'a pensé comme une boîte à outils. Et quand on parle d'ingénierie derrière, en réalité, ça se décline en 4 grands volets. Alors, normalement, vous connaissez tout ça par cœur, mais je me permets de revenir un petit peu dessus. Il faut rappeler les fondamentaux. Hein. Toujours. Le premier, c'est un peu ce qui a été évoqué en filigrane, c'est rassembler toutes les forces vives, les bonnes volontés, les moyens autour de vous. Et ça passe aussi par de la gouvernance. Alors c'est un peu de l'immatériel, mais c'est bien l'objet de cette convention d'adhésion que vous êtes près de 90% à avoir signée. C'est d'avoir tout le monde autour de vous au bon endroit, qui vont pouvoir contribuer à améliorer certains projets, qui vont pouvoir aussi se positionner en financeurs et puis vous aider à mûrir ces projets et les faire éclore le plus vite possible avec le plus d'impact rapidement. Le deuxième point, bien évidemment, ça a été évoqué, c'est le renforcement des équipes autour de vous, parce que c'est un point très crucial qui est la capacité de vos équipes municipales et communautaires à prendre en charge des dossiers lourds et qui s'inscrivent dans le temps long. Et c'est bien l'enseignement notamment de l'AMI Centre-Bourg que c'est indispensable d'avoir ce fameux chef de projet. Donc je salue Anthony également, Anthony Koenig, bonjour. Vous êtes un certain nombre de chefs de projet dans la salle. Voilà, c'est vraiment un point clé. C'est pour ça qu'avec la Banque des Territoires, l'ANA, la NCT, le ministère de la Cohésion des Territoires,
on a tous décidé de financer ces plus de 900 chefs de projet à 75% jusqu'à 2026. Juliette Auricoste, on pourrait peut-être faire un petit sondage à main levée pour savoir qui n'a pas encore son chef de projet dans la salle. Voilà, il y a quelques mains qui se lèvent. Et il y a des micros qui vont circuler aussi pour vous donner la parole pendant que Juliette Auricoste poursuit. Voilà, et effectivement, donc, à côté de cette équipe renforcée, alors je pourrais parler également des volontaires territoriaux en administration, mais je crois que le ministre Joël Giraud reviendra sur ce point cet après-midi. On a également le soutien, c'est-à-dire que c'est formidable d'avoir des personnes très motivées autour de vous. Il faut aussi qu'ils aient des moyens pour agir. Donc bien évidemment, les former, les mettre en réseau, mais également financer des études, des diagnostics, ces fameux diagnostics indispensables, et même de l'AMO. Et donc là, d'ores et déjà, avec la mobilisation de l'ANA, de la Banque des Territoires, du CEREMA, on a déjà 20 millions d'euros qui ont été mobilisés en 2021 sur des études, sur des diagnostics. Et puis si vous voulez intervenir sur ces questions de diagnostic, de chef de projet, là, les micros circulent dans les deux allées. Et voilà. Et enfin, donc pour clôturer, il y a cette notion de projet qui est indispensable, et Monsieur le maire l'évoquait. Pourquoi faire un projet? Finalement, ça va vous donner la capacité d'agir, reprendre les rênes, si je peux dire, finalement, reprendre en main le destin, éviter de se laisser porter par un écosystème extrêmement mouvant. Ça va vous permettre aussi de mobiliser autour de vous et d'anticiper un certain nombre de points, même si quand on pose des jalons, on pose un scénario, on sait bien qu'on est rarement exactement dans la ligne de ce qu'on s'était fixé. Néanmoins, ça permet vraiment de prendre le recul nécessaire et porter votre projet en tant qu'élu, puisque tout part de votre projet et de votre envie. Et donc, bien évidemment, en parallèle de cette élaboration, vous êtes fortement incité à engager toutes les actions matures qui pourraient l'être, et c'est ce qui est décrit dans la nouvelle version du guide du programme qu'on publie aujourd'hui et qu'on a conçu avec l'ensemble des partenaires et l'Association des petites villes de France. Alors, y a-t-il des demandes de prise de parole ou des témoignages ou des questions sur cette thématique de l'ingénierie et de la montée en compétences autour du chef de projet? On ne voit pas très bien. Bonjour. Voilà, merci. Ici. Vous présentez, s'il vous plaît? Je m'appelle Claire Deblic, je suis chef de projet pour 2 communes qui sont en bord de Rhône, en Ardèche, qui s'appellent La Voulte-sur-Rhône et Le Pouzin. Et je vais relayer une question qui est partagée par plusieurs de mes homologues avec lesquels j'échange en quasi quotidien, donc ça ne concerne pas spécifiquement mes 2 communes. En fait, on a parlé beaucoup de défauts d'ingénierie. Je l'observe depuis que je suis arrivée le 1er septembre. Mais en fait, il y a aussi un défaut de compréhension de l'enjeu que ça peut avoir, de l'intérêt que ça peut avoir en fait pour les communes. Je vous dis, là, c'est vraiment des remontées du terrain. Le chef de projet peut être vu comme un transfuge de l'État. Le Petite Ville de demain, c'est une usine à gaz. C'est un défaut de souveraineté pour les communes. Et c'est très difficile, en fait, pour moi de venir, là je passe énormément de temps pour installer une relation de confiance. Donc ce serait très aidant, notamment, typiquement, je connais bien l'exemple de Anthony Koenig à Joinville, mais d'avoir des exemples où on montre que le binôme avec les chefs de projet, c'est un binôme gagnant, et qu'on est vraiment là en soutien pour le déploiement aussi d'une vision de demain. Et je terminerai avec ça. La vision de demain qui est celle au niveau de l'État et aussi pour moi, et c'est ça qui m'a motivée aussi à postuler là-dessus, c'est pas celle de... Moi, on me demande si ça peut financer des parkings, on me demande si ça peut financer des panneaux lumineux. Donc voilà, donc c'est aussi pas évident à embarquer sur une vision de demain, une vision durable, une vision inclusive, etc. Tout ça, c'est un peu des gros mots dans certaines petites villes rurales. Comment est-ce qu'on peut aider aussi? Merci à vous pour la réponse. Merci de vous faire cet écho qui remonte et qui doit aussi être nuancé, monsieur le directeur général. Non, mais c'est important d'écouter des rencontres comme celle d'aujourd'hui. C'est aussi pour écouter ce que vous avez à nous dire au travers des contacts quotidiens que vous avez avec les élus. Alors, quelques petits éléments de réponse très, très simples. Les chefs de projet sont recrutés par les collectivités. L'État aide à leur financement, mais c'est vraiment ce binôme, comme l'expliquait le maire de Joinville, entre le maire et le chef de projet qui fera le succès du programme. Je crois que là-dessus, on a entendu tout à l'heure la ministre de la Cohésion des Territoires, elle était très claire sur ce sujet également. Ensuite, il est clair aussi que le chef de projet et l'élu de la petite ville de demain ont aussi un rôle pédagogique, y compris auprès de la population, parce que c'est aussi faire comprendre que ce programme, il est destiné à changer le cadre de vie des habitants eux-mêmes et le changer en mieux.
Donc ça, c'est à mon avis aussi un aspect important. Le troisième aspect, c'est que Petite Ville de demain n'est pas un programme qui est né, je dirais, ex nihilo, et hors sol. Bien au contraire, on l'a rappelé, il tire tous les enseignements de l'AMI Centre-Bourg de 2015, qui avait été une sorte de banc d'essai, alors sur une échelle très très différente. Il y avait une soixantaine de communes, on en a 1600 aujourd'hui dans Petite Ville de demain, mais on voit bien aussi l'avance qu'ont pris les communes qui étaient dans cette AMI. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que Petite Ville de demain intègre et s'inspire complètement d'initiatives locales qui avaient été prises sur le thème des centres-bourgs, parce que des régions, des départements avaient lancé des programmes équivalents. Donc je veux dire, c'est pas une invention, je dirais, parisienne sortie d'un bureau de l'administration centrale. C'est bien une prise de conscience globale que cette question du renouveau de nos centres-bourgs, elle est centrale. Elle est centrale non seulement pour ces petites villes elles-mêmes, mais aussi pour tout le bassin de vie dans lequel elles s'inscrivent. Julia Torricoste, on voit bien qu'il faut donner à voir ce qu'est un chef de projet, montrer des exemples qui fonctionnent, comme celui qu'on a vu sur Joinville. Oui, tout à fait. Effectivement, ça soulève aussi tout l'enjeu qu'on a dans le club des petites villes de demain. On a mené tout au long de l'année une co-construction du club et on a bien conscience que cette co-construction est intervenue à un moment de lancement où les chefs de projet n'étaient pas encore en place. Et ça fait vraiment partie du travail auquel on va s'atteler. On a bien conscience que dans le club, on a en réalité deux publics assez... différents, pas forcément, chacun peut s'inscrire là où il veut, mais il y a les élus en tant que tels avec cet apport et ce co-développement entre élus. C'est ce qu'on a commencé à mettre en place dans le cercle thématique sur la sécurité du quotidien, de rassembler un groupe d'élus, en l'occurrence binôme maire et commandant de gendarmerie, pendant un an pour travailler avec la gendarmerie nationale, le POPSU, toute l'équipe de POPSU Territoire, justement à travailler ensemble entre élus sur des problématiques bien identifiées. Et puis après, tout le travail de mise en réseau et d'échange entre chefs de projet, où là, comme l'évoquait Monsieur le maire, on sent bien qu'on va avoir une attente sur des apports très techniques, très opérationnels et qui sont aussi tout à fait légitimes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais bien pris, et puis avec plaisir pour en échanger tout à l'heure, pour voir comment faire pour vous aider. Pascal Berthaud, vous souhaitez intervenir? Oui, parce que je crois que ce qu'évoque Madame, c'est vraiment le problème du passage à l'échelle et auquel on va être encore plus confronté dans les CRTE que citait la ministre tout à l'heure. C'est vrai que tous ces programmes, on commence avec des collectivités dont les élus sont très motivés, et puis c'est vrai que quand on les étend, il y a un effort de pédagogie absolument énorme à faire en direction des techniciens bien sûr, mais aussi des élus, et ça, ce travail-là, je crois vraiment qu'il faut qu'on le fasse. On parlait de formation tout à l'heure. C'est vrai que c'est la formation des techniciens, mais c'est aussi la formation des élus. Et comment finalement partir du problème du quotidien de l'élu, qui est vraiment la demande immédiate de ses administrés, pour arriver à remettre en perspective et montrer qu'on arrivera à satisfaire cette demande immédiate que si effectivement on se projette beaucoup plus loin. Et ce travail-là, je crois qu'on n'échappe pas à le faire, d'où l'enjeu effectivement sur la formation, dont je redis que ce n'est pas seulement une formation des techniciens, c'est aussi une formation des élus. Et on voit bien qu'il s'agit d'une culture partagée et c'est le bon moment pour la créer et la développer. Une autre prise de parole, et puis après on passera à un autre sujet. Ah, voilà, Madame, et puis ensuite Monsieur. Madame d'abord. Je vous remercie, Madame Thomas. Je suis maire adjoint à Montdoubleau, dans le Loir-et-Cher. Nous avons embauché notre directeur de projet déjà depuis le mois de mai. Et je remercie Monsieur Berthaud de sa remarque, effectivement, et celle d'un directeur de projet. Nous sommes très enthousiastes, mais il faut que ça suive derrière. Parce qu'une boîte à outils, il faut qu'on puisse les utiliser assez rapidement. On a 1350 habitants. Aujourd'hui, l'investissement sur le chef de projet, les financements des 25%, je vais être assez violente, mais nous ne les avons toujours pas vus. Donc ça signifie que pour une commune comme la nôtre, c'est un investissement. Nous payons les salaires, nous payons les charges sur une personne sur laquelle nous n'avons pas aujourd'hui de retour. C'est très important que les élus, effectivement, soient formés pour mieux informer la population. Nous avons les mêmes retours que Madame. À quoi ça sert? À quoi ça va servir? C'est du bruit pour rien. Notre population est une population vieillissante. Il faut pouvoir communiquer et on a besoin de votre aide, mais de votre aide concrète maintenant. Parce que si c'est un programme pour 5 ans,
enfin 6 ans au départ, on a déjà perdu 1 an et le temps passe très très vite. Donc merci de continuer à nous aider, mais vraiment dans du concret. Le message est clair. Monsieur, c'est à vous. Bonjour, Yannick Simon, je suis président d'un comité de communes Cœur du Var, dans le Var, donc maire d'une petite commune. En tant que président de PCI, je vais piloter ou aider un PVD que j'ai signé il n'y a pas longtemps. Déjà, ce PVD, en fait, un jour, monsieur le sous-préfet est venu me voir, m'a dit, monsieur le président, vous avez sur votre interco, vous aurez donc une conurbation de 2 petites villes qui fera en tout 15 000 habitants, le Canet-des-Morts, le Luc, pour faire un PVD. Voilà, bon, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai eu l'impression qu'en fait, c'était décidé à l'avance. Et la problématique que j'ai, c'est que sur une interco de 50 000 habitants, j'ai quand même des communes de 4, 5, 6, 7 000 habitants qui se demandent pourquoi pas nous. Qui a décidé? Et en fait, j'ai eu le cas, donc je suis sur 2 communes qui se touchent à une petite conurbation, dans laquelle, en fait, les maires se parlent très peu. Impeccable. Politiquement, ça va être bien géré. Qui ont des problématiques de centre-bourg complètement différentes. J'ai une ville de 10 000 habitants avec un coefficient fiscal dramatique et une ville résidentielle à côté d'une base militaire avec un coefficient fiscal énorme, avec complètement, c'est totalement hétérogène. Donc je ne vous cache pas ma problématique et les 18 mois que je vais faire pour préparer PVD, j'avoue que ça va être compliqué. Merci. Merci de ce témoignage. Une autre, voilà, je crois de ce côté, non? Oui, bonjour. Justine Delaroche, je suis chef de projet sur 3 communes dans le département 35 au sud-ouest de Rennes. Moi, je voudrais savoir si dans les formations que vous avez prévues, au-delà des compétences techniques, vous avez envisagé des formations justement sur la collaboration, sur la relation vraiment du coup entre chef de projet et maire, et du coup, au-delà de la collaboration, mais aussi du coup la pédagogie, savoir communiquer à la fois aux habitants, mais du coup chef de projet élu, travailler la collaboration aussi du coup au niveau des différentes échelles, que ce soit du coup la commune, l'intercommunalité ou à l'échelle du pays, pour ceux qui ont aussi cette échelle-là. Du coup, voilà, merci. Merci. Sur cette thématique, encore des... Oui, madame. Oui, bonjour, je suis maire adjoint d'une petite commune d'Alsace. Et nous avons une problématique qui nous a été, parce que nous avons rencontré très récemment les personnes partenaires, nous avons signé la convention, bien sûr. Et voilà notre problématique. Les financeurs refusent de débloquer les fonds pour les conventions d'études préopérationnelles au motif qu'il s'agit d'une compétence intercommunale et que d'autres communes de la communauté de communes doivent pouvoir bénéficier également de l'ORT et de l'OPA. Dans cette optique, nous ne bénéficierons donc pas d'une aide pour le poste de chargé de mission, seulement à hauteur de 50% et pas des 75%. Alors notre problématique réelle, c'est une ville dispose-t-elle de la capacité juridique à mener seule une ORT et une OPA RU? Si oui, quelles sont les démarches pour mener à bien ces 2 opérations? Et un EPCI qui dispose du transfert des compétences logement-habitat, peut-il déléguer ces transferts à une commune? Parce que jusqu'à présent, il n'avait été absolument pas question que l'intercommunalité intervienne. Ce sont nos partenaires, mais nous avons découvert. Et dans ce cas, l'emploi de chargé de mission doit-il être repoussé? Merci. Très bien, c'est clair. D'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Et puis on va faire des réponses. Oui. De ce côté, monsieur, le micro arrive jusqu'à vous. Et puis... Oui, bonjour. Merci pour ce forum vraiment intéressant au moment où on démarre. Moi, je suis maire d'une ville de 3000 habitants dans le sud de la Vienne qui s'appelle Civray. De la même manière que c'était dit précédemment, définir le partenariat élu chef de projet est important. Et je pense dans la ville de notre taille, ce qui est aussi, c'est les périmètres chef de projet DGS. Parce que le rapport avec le maire fait que beaucoup de chefs de projet veulent un rapport direct et la DGS se sent squeezée au niveau hiérarchique. Et je pense que là, c'est important de savoir
bien définir le périmètre. Je vous donne mon exemple qui est concret. On a recruté quelqu'un le 12 juillet. On s'en est séparé 2 mois après parce qu'il y avait trop de recoupement de périmètre entre les habitudes qu'avait la DGS de chercher des financements et la demande qu'on faisait aux chefs de projet d'aller chercher les mêmes financements auprès des mêmes opérateurs. Voilà. Merci. Je crois que c'est important. Dernière intervention, s'il y en a une. Voilà. Bonjour. Je suis Philippe Emmanuel, je suis maire d'une commune des Yvelines de 6000 habitants. Merci beaucoup à tous de nous permettre de déployer des idées qui sont fort nombreuses dans nos communes, mais avec des moyens qui sont faibles. Donc ce programme nous intéresse vraiment au plus haut point. 2 remontées de terrain. La première concerne les différents partenaires de PVD. Nous avons identifié un certain nombre de recouvrements dans les offres des partenaires et je pense qu'il conviendrait quelque part d'aller vers une simplification, une cartographie peut-être un peu plus fine. Deuxième point concerne les niveaux de subventionnement qui sont calculés sur des algorithmes qui font référence à des données statiques. Par exemple, un nombre d'habitants. Or, il y a des communes qui sont en stagnation de nombre d'habitants, et puis il y a des communes, sous l'effet, par exemple, de la loi SRU, qui ont une progression à marche forcée de leur démographie. Les niveaux de subventionnement ne tiennent pas compte de ça, alors que le PVD est un exercice sur la durée complète d'un mandat. Ma commune va passer vraisemblablement, va avoir 2000 habitants de plus, et la commune d'à côté qui est statique a des subventionnements supérieurs aux miens. Merci. Alors, on va répondre après toutes ces interventions. Déjà, sur concurrence entre le chef de projet et le DGS, ça se passe comment à Joinville ? Ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien ? On essaye. Alors, c'est vrai, mon cher collègue qui a 3000 habitants, on a le même souci. Pour moi, ils sont à égalité, enfin pratiquement à égalité. Il y a une même écoute des uns et des autres, mais chacun a sa mission bien prédéfinie. Hein, et on essaie vraiment de faire des réunions régulières pour travailler tous dans le même sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, justement, sur l'équipe élargie aussi à d'autres acteurs du territoire. Hein. Oui, tout à fait, mais ça doit être effectivement en interne, ça doit bien fonctionner, hein, sinon vous n'arrivez à rien. Donc voilà, alors c'est des échanges. J'en profite pour revenir aussi sur une autre intervention. On bouscule beaucoup de choses avec Petite Ville de demain. Hein. Quelque part, c'est des années et des années de désordre que l'on a pu vivre à travers la périurbanisation. On est victime quelque part de tous ces désordres et on doit tout remettre en marche. Et c'est extrêmement complexe. Donc le chargé de mission, effectivement, il va venir un peu titiller le maire. Il va dire, mais attendez, ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Un cas concret que je vous dis, qui est tout récent, une boulangerie industrielle qui veut s'installer à Joinville, en périphérie. Ils vont venir, avec les communautés de communes, ils vont dire, ben voilà, on vous promet 5 emplois. Sauf que derrière ces 5 emplois, vous allez en perdre 10 de vos boulangeries traditionnelles, avec le savoir-faire, qui vont fermer, indéniablement. Mais pourtant, 80% de la communauté de communes va être pour la création de ces 5 emplois, de cette boulangerie, l'installation de cette boulangerie industrielle. Donc c'est une confrontation sans arrêt, avec notamment les élus des autres communes aux alentours, mais également avec votre chargé de mission. Alors moi je suis convaincu, il n'y a pas de souci, mais ça peut être aussi des confrontations par rapport à ce qui se fait encore en termes de développement. Donc on remue beaucoup de choses, et vraiment je tenais à le dire aussi, c'est une confrontation avec votre chargé de projet, entre le maire et la chargée de projet, et sur des bases, j'ai insisté également, il faut, lors du diagnostic, il faut faire monter des bases saines. Si vous partez sur quelque chose qui est faussé d'entrée, vous allez vers l'échec. Voilà, donc il faut savoir dire le passé, c'est le passé, on en hérite malheureusement dans certaines situations, mais on doit construire l'avenir, on doit construire sur les 20-30 prochaines années. Vraiment, il faut essayer de se projeter. Merci. Élargir le champ de la formation et sur le relationnel quand il s'agit d'embarquer des gens sur un projet, de travailler avec des partenaires différents. Oui, alors ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur déjà dans les formations que nous sommes en train de réformer, le dialogue à toutes les échelles. Dialogue bien sûr avec
tous les intervenants, les acteurs sur le terrain, dont les élus bien entendu, mais aussi dialogue avec les communautés locales, les habitants, les communautés d'usagers aussi d'un équipement par exemple. Donc ça c'est une composante de la formation, et vous pourrez dans le forum des partenaires rencontrer Delphine Aboulker qui porte ce projet avec le CNAM, qui fait partie de l'école de Chaillot et qui pourra vous donner toutes les explications nécessaires. Alors, et puis la question des financements, du déblocage des crédits, et puis de la compétence des différents niveaux du bloc local, interco et commune. Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Alors, en tant qu'ancien préfet du Loir-et-Cher, j'étais particulièrement attentif à la question posée par Madame Lejointe au maire de Montdoubleau, mais plus généralement. Donc, le financement des chefs de projet, il est assuré. Donc, on va regarder le sujet particulier, mais enfin, de ce point de vue, on peut vous rassurer. C'est-à-dire que le financement des chefs de projet est assuré de manière partenariale. L'ANCT y contribue à hauteur du tiers de son budget d'ingénierie, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et puis l'ANA. Donc, de ce point de vue, c'est un programme qui est assuré sur la durée. Quelques éléments sur, parce que ça, comme c'est assez normal, il y a aussi parfois des paradoxes qu'on peut relever. C'est-à-dire, certains nous disent, écoutez, à quoi ça sert votre programme, c'est de la poudre aux yeux. Et en même temps, on a beaucoup de communes qui ne sont pas dans les 1600 et qui voudraient en être. Donc, c'est quelque part, il y a quand même un intérêt. Hein, donc, je crois qu'il faut aussi essayer de retourner un peu le sujet. Moi, ce que je note en revanche, et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi que le maire de Joinville soit avec nous à cette table ronde, c'est que avec les communes qui ont de l'antériorité dans ce type de dispositif, ils voient tous les avantages. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail d'acculturation et de pédagogie qui est important à mener. Alors ensuite, sur la relation commune-intercommunalité, il est clair que le succès d'un programme comme Petite Ville de demain est lié aussi à l'envie de coopérer et des uns et des autres au niveau local. Parce que le développement local, ça ne se décrète pas. Donc forcément... Je me souviens lors de la rencontre Action Cœur de Ville où le président de l'Interco Loire-Forêt racontait que lui, il avait dans sa commune une Action Cœur de Ville et 4 communes étaient parce qu'ils avaient développé de l'ingénierie aussi. Absolument. Et donc c'est aussi la nécessité d'avoir le temps de monter des projets ou de l'expérience pour le faire. Absolument, mais ça c'est vraiment un écosystème local qui doit pouvoir fonctionner dans un sens positif, quoi. Hein, donc voilà, en tout cas, vos remarques sont tout à fait normales à ce stade du programme, c'est-à-dire que c'est un programme qui n'a qu'un an d'existence. Alors en revanche, juste 2 mots sur la question des modes de fonctionnement des différents partenaires. Un des grands outils, une des grandes conséquences qu'on a pu constater sur Action Cœur de Ville, qui a 4 ans d'existence, donc qui est le programme le plus mature que nous ayons en stock, si vous me permettez l'expression, c'est que chaque partenaire finit par adapter ses modes de fonctionnement à la réalité qui remonte des collectivités membres du programme. Parce que c'est à ça que ça sert aussi, c'est-à-dire ça décloisonne, c'est-à-dire que quand vous faites une approche territoriale des choses, chaque partenaire est amené à constater que certains de ces modes de fonctionnement ne correspondent pas aux besoins des collectivités et donc les adapte. Donc là aussi, le fonctionnement en réseau de Petite Ville de demain est destiné à faire remonter aussi les difficultés qui peuvent se poser sur tel ou tel sujet. Et sur la question qui était posée par Madame le maire d'Alsace tout à l'heure, on pourra regarder aussi le sujet, mais ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que effectivement, chaque opérateur, et c'est normal, a son mode de fonctionnement, a son propre conseil d'administration, sa propre doctrine d'emploi, et ensuite ça peut s'adapter en fonction des besoins des territoires. On va voir justement dans la séquence qui suit une application concrète autour du dynamisme commercial. Merci d'avoir participé à cette première séquence. Julia Toricoste et Yves Le Breton, vous restez avec nous. Et puis on accueille Franck Chéniaud, justement, qui est le coordonnateur Petite Ville de demain à la Banque des Territoires. Et puis Jean-Marie Tétard, qui est le maire de Houdan, dans les Yvelines. Houdan, c'est une commune de 3700 habitants. Voilà, messieurs, vous nous rejoignez. Et justement, partenaire, la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts, Franck Chéniaud, je rappelle que vous en êtes le coordonnateur Petite Ville de demain. Et Jean-Marie Tétard, le maire de Houdan, dans les Yvelines. Messieurs, installez-vous. Voilà. Sécurité sanitaire, on remplace les micros
tout est bien organisé. Houdan, petite ville des Yvelines qu'on va aller visiter en images et par écran à travers un reportage qui a été fait sur France Télévisions. Houdan dans les Yvelines, 3500 habitants et un centre-ville qui bouillonne depuis le déconfinement. Cette parfumerie, par exemple, merci beaucoup, très bonne journée à vous. Au revoir, madame. Attire encore plus de clients depuis la réouverture il y a un mois. Je vais plus souvent dans les commerces de proximité parce que c'est plus convivial, voilà, que les grandes surfaces. La patronne confirme. C'est une petite ville, on se connaît tous entre commerçants, on connaît bien nos clients. Donc c'est vrai que les gens ont été sensibilisés encore plus avec des temps difficiles sur la notion du service et de la qualité de service et du vrai contact. Pas de recette magique à Houdan, mais une politique pro-commerce depuis des années. La mairie a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le centre-ville. Travailler l'accessibilité des rues aux personnes handicapées, de mettre de l'argent dans des animations, dans la grande foire annuelle. Ça coûte cher, sans doute, mais le résultat est là. Le résultat est là en termes de retour sur investissement. Une cinquantaine de nouvelles boutiques a vu le jour ici ces 10 dernières années. Et ce n'est pas fini. Le projet démarre sur septembre-octobre. Le patron de cette enseigne de vêtements vient de racheter ce local sur le trottoir d'en face. Il espère bien profiter de l'engouement des citadins pour la campagne depuis l'épidémie. On est dans une région, de très belle région qui elle, attire énormément de résidences secondaires, donc une clientèle plus parisienne en fait. Donc c'est-à-dire que nous travaillons du mardi au dimanche sans interruption. Voilà comment se développe la commune d'Houdan en ayant 1000 paquets sur le commerce. C'est ce que vous avez fait, Jean-Marie Tétart. Mais je vais commencer peut-être en donnant la parole à Franck Chéniaud, qui, je le disais, est le coordonnateur Petite Ville de demain à la Banque des Territoires. Bien sûr, il y a des contextes différents, mais des clés de réussite, des clés pour le succès, pour mener à bien une revitalisation commerciale dans les centres-villes. Bonjour et merci de nous accueillir. Effectivement, on est un des partenaires vraiment impliqués dans le programme Petite Ville de demain. On a une action spécifique sur la question du commerce, mais je crois que ce qui a été très bien montré dans le reportage, et puis déjà dit précédemment aussi à Joinville, c'est la complexité de ce sujet, hein, dont les facteurs, les clés de réussite sont multiples. Et donc on ne peut pas vraiment déconnecter la question commerciale de la question des autres approches. Vous le disiez vous-même, vous êtes, une des actions que vous citez, c'était la question de la mobilité, et voilà, de l'accueil aussi des personnes à mobilité réduite dans les centres-villes. Donc on voit que des thématiques qui ne sont peut-être pas les premières auxquelles on pense quand on pense en termes de redynamisation commerciale, sont tout de même essentiels. Et dans les projets que vous accompagnez, vous avez pu voir aussi un autre enjeu qui est celui du numérique et de l'accélération rapide pour anticiper les attentes des consommateurs, pour leur donner envie aussi de revenir dans ces centres-villes avec de nouveaux services. Alors tout à fait, c'est un des outils, c'est un des aspects, mais le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que en fait, ces outils sont indispensables, sont utiles, sont indispensables, mais les outils en eux-mêmes ne font rien s'ils ne s'inscrivent pas dans un projet global. Eh ben justement, c'est vraiment cette notion de projet global que je voudrais mettre en avant, parce que c'est aussi comme ça que nous, on a pensé notre intervention dans le programme PVD. On intervient d'une manière tout à fait globale aussi sur le financement des chefs de projet, ça a été dit, sur le cofinancement de l'ingénierie et de ces fameuses études de diagnostic qui sont absolument indispensables pour poser les fondements du projet. Et donc, sur le volet commerce, on a déployé aussi des mesures qui étaient des mesures d'urgence, hein, pour faire face à la crise, où on a financé des postes de managers de commerce, donc pour 2 ans, 40 000 euros, qui permettent d'avoir une personne qui s'occupe justement de ce lien, de cette animation sur le projet, et qui est vraiment complémentaire de l'approche avec les outils numériques. Voilà, c'est ce que je voudrais souligner, c'est que vraiment l'outil numérique, c'est un booster, c'est quelque chose qui peut vraiment donner plus de visibilité, qui peut faciliter la communication, l'accès aux produits,
Il y a le côté aussi achat en ligne, mais c'est peut-être pas là qu'il y a le plus d'espoir à porter, parce qu'il y a quand même de grands opérateurs qui sont très très spécialisés là-dedans. Mais il y a une façon de renforcer l'attractivité de la commune, de son commerce. Ce qu'a fait le maire de Houdan, hein, avec beaucoup de ténacité, j'allais dire, Jean-Marie Tétart. Quel conseil vous donneriez à vos collègues maires du réseau Petite Ville de demain? Le micro marche tout seul. Écoutez, il n'y a pas de conseil à donner parce que je crois qu'il n'y a pas de stratégie de copier-coller ou de couper-coller. Je crois qu'il faut inventer sa propre histoire qui tient du passé et de l'envie qu'on en a envie de projeter dans l'avenir. Et je crois qu'en 1995, nous avons défini une sorte de plan de développement qu'on a appelé équilibré, harmonieux et maîtrisé. Ces trois éléments qui allaient faire le tour un petit peu des questions d'équilibre entre l'emploi, le service, le logement, la mobilité et le dynamisme commercial. Et donc, on a bâti une stratégie. Et il faut la durer ensuite, parce que si on est tout le temps sinusoïde, ça ne peut pas marcher. Il faut donc une vraie longévité, non pas des personnes, mais au moins de cette politique. Et je crois que le commerce, là-dedans, on a voulu simplement constater qu'il y avait encore une base commerciale qui était déjà un peu en déséquilibre, mais qui pouvait être ressuscitée assez rapidement si on avait une logique. La première logique, c'était de se dire, avec la communauté de communes, avec qui nous avons joué un partenariat, que nous n'aurions pas de grandes zones commerciales autour. On ne voulait pas se faire mal à la tête en apportant, comme on l'a dit tout à l'heure, une boulangerie en zone industrielle qui détruirait nos propres boulangeries en centre-ville. Et comme on a environ à 20 km tout autour de Houdan des zones commerciales de plus en plus grandes, on s'est dit qu'on pouvait condamner nos habitants à aller dans ces grands centres pour faire des achats exceptionnels et que le courant pouvait se faire chez nous avec quand même une moyenne surface, parce qu'il faut contrôler ça. Alors comment on l'a traduit? On l'a traduit par 2-3 choses. Dans les zones de développement économique, sous responsabilité de communauté de communes, pas de commerce de détail possible. Dans le centre-ville de Houdan, dans un périmètre de protection qui a été de protection du commerce de proximité, dans le PLU, nous avons introduit l'interdiction du changement d'affectation d'un commerce de détail en logement ou en service. Ce sont des mesures de protectionnisme, sans doute, mais qui permettent de se donner simplement le temps de réfléchir à comment on relance autre chose. Ça, c'était le premier point et ça marche. Avec certaines contraintes, mais ça marche. Le deuxième point, c'est de se donner un partenariat avec les commerces. Il faut avoir une association de commerçants qui tient la route, qui soit dynamique, qui a envie de se construire, qui a envie de risquer son capital et sa vie là-dedans, parce qu'il ne faut pas simplement être un commerce, ce n'est pas un fonctionnaire. Hein, je suis désolé, mais il doit risquer sa vie tous les jours. Et donc, il faut des gens et donc, cette association qui est bien dynamique est en partenariat constant avec la mairie sur l'ensemble des réflexions, que ce soit sur le stationnement, sur l'animation, sur le développement du patrimoine, etc. Le troisième point, c'est qu'il faut attirer chez soi des segments de clientèle différents. Il y a bien sûr l'augmentation démographique qui va apporter des habitants en plus. Il y a les zones de développement industriel qui vont en amener d'autres. Mais il faut aussi, avec une animation de type culturel, avec une galerie d'art moderne, avec un donjon que nous avons restauré avec du patrimoine, eh bien, il faut donner envie de venir, pas toujours pour consommer, mais au moins connaître et avoir envie de revenir. Et les commerçants doivent être partie prenante de toute cette politique de promotion de la ville, en quelque sorte. Et puis, le dernier point, eh bien, quand on développe ce commerce, on est à son tour victime de ce succès en matière de mobilité, parce qu'on a de plus en plus de gens qui viennent. Il faut donc condamner ces habitants, les habitants de la commune, à venir faire leurs courses en vélo et à pied pour permettre aux gens de l'extérieur de venir en voiture encore pour l'instant, même si elle était électrique demain. Et donc, il faut bien passer par des choses qui sont mal vues par tous les urbanistes, mais des stationnements relais, des choses comme cela, et parce que c'est le point de départ de politique de maîtrise de la mobilité dans un centre-ville. Voilà un petit peu quelques éléments, mais en plus, c'est un jeu avec l'intercommunalité. Ça ne peut pas se faire contre l'intercommunalité. Et quelque part, il y a dans la communauté de communes du Pays Houdanais d'autres villes de population un peu inférieure, mais nous allons vers elles. Le chargé de mission commerce que nous avons embauché grâce à votre financement aura 3 jours par semaine pour Houdan et 2 jours pour les autres villages de la communauté de communes, parce que nous espérons bien arriver à un ORT le moment venu qui inclut les autres villes de la communauté de communes. Le fait d'être petite ville de demain n'est qu'à un moment donné, nous pouvons être l'alibi ou la raison d'être pour avoir une réflexion plus globale au niveau du CRTE et du projet de
de territoire que nous aurons. Voilà un petit peu. Merci de ce témoignage, Monsieur le maire. Alors Yves Le Breton, on voit là des outils opérationnels, mais aussi tout un esprit quand il s'agit de mobiliser les acteurs économiques, les commerçants, mais aussi les partenaires, et puis des outils techniques qui vont s'ajouter à cela pour le montage qui correspond aux besoins de cette relance, de ce développement du commerce de centre-ville. Oui, alors ces outils techniques n'ont évidemment de portée et d'efficacité qu'aux conditions que vient de rappeler Monsieur le maire de Houdan, mais pour la NCT, l'idée a été de pouvoir aider en lien avec les partenaires, les communes, dans cette définition d'une stratégie commerciale et ensuite des outils qui permettent de la mettre en œuvre. Le plan de relance a été aussi l'occasion évidemment de l'émergence de nouveaux outils. Je voulais juste citer au titre du plan de relance le fonds de restructuration des locaux d'activité qui traite un sujet qui est assez présent dans les questions commerciales dans les petites villes de demain. C'est la question du déficit d'opération et la couverture du déficit d'opération sur des initiatives qui peuvent, donc sur un plan strictement d'initiatives privées, avoir du mal à émerger. Donc l'idée, c'est de pouvoir aider les collectivités à monter ces programmes. Il y a un autre aspect, je pense, très important que Monsieur le maire nous exposait pour ce qui concerne Houdan, c'est la question de l'urbanisme. C'est-à-dire aussi le rôle qu'ont les élus dans la maîtrise de leur espace, éviter des décisions stratégiques qui peuvent être mortifères pour les centres-villes. On en a tous en tête des exemples et c'est effectivement la progression parfois un peu rapide des mètres carrés commerciaux en périphérie, mais ça peut être aussi le choix de sortir les 2 ou 3 commerces qui restent dans un centre-bourg, puisqu'on a l'exemple de petites communes dans PVD qui vont se retrouver en périphérie au croisement de 2 routes départementales et donc avec la difficulté ensuite de pouvoir faire revenir des commerces dans les centres-bourgs. Donc ça demande vraiment une stratégie, une initiative et une animation locale. Je retiens aussi l'idée de l'animation parce qu'effectivement cette politique elle ne peut pas se faire sans les commerçants eux-mêmes et donc de ce point de vue on essaye aussi au travers de petites villes de demain de faire progresser je dirais les idées sur ces différents sujets. Merci. Merci donc à Franck Chéniaud et à Jean-Marie Tétart. Je vous propose qu'on continue avec le patrimoine et puis qu'on reprenne une série de questions sur ces thématiques. On est vraiment sur les outils. Merci messieurs. Et j'invite à nous rejoindre Lydie Barbeau, la maire de Plombières-les-Bains dans les Vosges. Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat. Célia Véraud, la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Juliette Auricoste reste avec nous, référente et directrice de ce programme Petite Ville de demain. Voilà, vous nous rejoignez, mesdames. Lydie Barbeau, maire de Plombières-les-Bains, c'est une commune de 1600 habitants dans les Vosges. Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Et Célia Véraud, qui est la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Alors, comme sur les précédentes séquences, je vous propose qu'on sorte en images de cet amphithéâtre. Et là, on va aller chez vous, Lydie Barbeau, on va aller à Plombières-les-Bains, dans les Vosges. C'est une perle architecturale, c'est la ville aux 1000 balcons, tout le monde la connaît sous ce petit surnom. C'est une ville qui a eu évidemment son heure de gloire, adorée par un empereur qui en a fait sa villégiature. C'est une ville qui a une histoire de plus de 2000 ans, qui a eu des hauts et des bas. Depuis les années 80, il y a un lent déclin qui s'est amorcé avec la fermeture des industries, la perte de certains commerces, la fermeture des écoles au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a 1650 habitants, on ne veut pas en perdre un de plus et c'est le moment de se remettre en question, d'imaginer l'avenir. Alors l'avenir, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. On a imaginé avec un collectif, un petit collectif, au début on était 7, et un projet pour notre ville et le collectif s'est étoffé.
12, 15, 18, 20, et après ça n'a plus jamais arrêté. Jusqu'à quand on est arrivé au moment des élections, il y a 180 personnes qui étaient mobilisées. Les habitants se sont retrouvés, on a organisé des rendez-vous identifiés, repérés, où on réfléchissait entre habitants pour savoir on a envie de quoi, on aurait besoin de quoi sur notre territoire. Et on a réfléchi sur les thématiques qui nous intéressaient pour Plombières. Les grandes thématiques que sont la santé, que sont l'environnement, que sont la revitalisation du centre-bourg. Et là, c'est là qu'on s'est approprié le projet de revitalisation. Il manquait une vision un peu plus globale, un peu plus générale. Partant de la dynamique qui se mettait en place au niveau de la commune, l'idée nous est venue de commencer à reposer un peu toutes les bases de ce vers quoi Plombières pourrait tendre, en exploitant au mieux bien sûr ce qu'on connaît, on disait le patrimoine, la notoriété, les termes, mais aussi tout le reste de Plombières, le plateau, les villages, les paysages, et pas que le paysage de la vallée. Donc un des partenaires les plus importants de ce projet de revitalisation, c'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Rapidement, ils nous ont proposé un dispositif dont on est tombé amoureux tout de suite. C'est la résidence d'étudiants hors les murs, qui croisait deux écoles, une école d'Angers et une école parisienne, des paysagistes et des urbanistes. Voilà, des paysagistes, des urbanistes et donc des gens qui ont apporté des propositions pour les habitants de Plombières-les-Bains et pour les élus. Et d'avoir ce regard un peu neuf et extérieur, c'était important pour vous, Lydie Barbeau. Mais je voudrais commencer notre petit tour de table avec Valérie Mancret-Taylor. Parce que quand on pense patrimoine bâti, bien évidemment, on pense à l'habitat d'abord. Et l'habitat avec des clés pour valoriser ce patrimoine privé, patrimoine public également. Alors, comment agir et quel est le rôle de l'ANA en la matière ? Bien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames. La question est très large. Alors, peut-être avant de vous parler de l'ANA, et je vous promets que je ne décrirai pas tous les outils, mais la question patrimoniale et les images qu'on vient de voir sont effectivement extrêmement édifiantes. C'est une très jolie ville, Madame la maire. Et on est face à de nombreuses petites villes, je parle sous le contrôle de Juliette, mais on est face à de nombreuses petites villes qui pourraient avoir exactement le même témoignage, je crois, ce matin. Et tout à l'heure, le maire d'Oudan nous a dit aussi que pour l'attractivité du commerce, il fallait aussi une attractivité patrimoniale. Et c'est pour ça que ça marchait. Les gens avaient envie de venir à Oudan, comme ils vont avoir envie de revenir à Plombières. Alors, la question patrimoniale, effectivement, c'est un sujet très vaste. Et dans les images qu'on a vues, ce qui était intéressant, c'était le monsieur qui disait, finalement, le patrimoine, c'est à la fois notre ville, mais c'est aussi notre paysage. Et alors, je crois très sincèrement qu'il faut d'abord en avoir une très bonne connaissance pour pouvoir ensuite décider quelle est la stratégie à mettre en œuvre. La stratégie, elle est de plusieurs natures. Elle est d'abord de savoir ce que l'on veut conserver strictement comme tel, ce que l'on veut transformer, voir ce que l'on ne veut pas conserver. Je pense qu'il faut oser dire les choses en matière patrimoniale. Et ensuite, c'est seulement lorsque l'on a cette connaissance et ce diagnostic un peu précis qu'on peut augmenter la stratégie, qu'on peut amplifier la stratégie en sachant à quoi est-ce que l'on souhaite répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut accueillir de nouveaux habitants? Souvent, c'est bien le cas, mais avant d'accueillir des nouveaux habitants, on veut aussi maintenir, évidemment, la population qui est en place. On veut aussi décider avec qui est-ce qu'on va faire ces opérations, parce que les opérations patrimoniales, de manière générale, la revitalisation territoriale est un sujet d'aménagement et d'urbanisme qui est coûteux et qui est long. Vous avez raison, Madame la maire, de dire qu'il faut pouvoir s'inscrire dans la durée. On a aussi, bien sûr, la question des habitants, l'acceptabilité, bien sûr, des projets qui vont être décidés. Alors justement, on va s'arrêter sur deux points en particulier qui concernent beaucoup de maires qui sont avec nous aujourd'hui. C'est des copropriétés souvent fragiles, où là, il faut pouvoir intervenir avec des copropriétés aussi où personne ne veut prendre de décision. Et puis, l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, tout ce qui est l'intergénérationnel. Tout à l'heure, Brigitte Bourguignon, qui est la ministre déléguée en charge du dossier, sera avec nous. Et on voit que ce sont deux sujets souvent un peu brûlants pour les maires. Alors, tous les sujets d'habitat, de toute façon, sont brûlants pour les maires, soyons clairs, mais vous en pointez deux qui sont difficile. Effectivement, la question des
copropriétés. Dans les petites villes, on a souvent une multitude de petites copropriétés et la question du maintien des personnes en perte d'autonomie dans leur logement. Sur ces questions-là, le diagnostic doit être porté aussi, clairement. Donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais ce qui est important, c'est que vous ayez en tête que l'ANA cofinance avec les collectivités territoriales toutes les études en fait, d'approche sur les territoires qui permettent justement de diagnostiquer l'état du bâti, mais aussi son occupation, ou voir sa non-occupation. Parce que dans les difficultés en matière d'habitat dans les petites villes, on a aussi le nombre de logements vacants qui est souvent très élevé. En tout cas, la moyenne est souvent plus élevée qu'en France. Et on a aussi des sujets de rénovation énergétique. La question de la transition écologique est évidemment centrale pour les petites villes comme toutes les villes de France. Et donc, comment faire en sorte de bien accompagner les ménages, qu'ils soient des propriétaires occupants ou que ce soit des propriétaires bailleurs, ou que ce soit de nouveaux investisseurs sur la commune à terme, pour pouvoir leur permettre de faire effectivement des opérations de réhabilitation et de rénovation complète sur le logement. Donc la première étape, c'est stratégie. La deuxième, c'est bien sûr l'étude qui accompagne la stratégie. La troisième, c'est ensuite, bien entendu, de bien définir avec l'ANA, quand on parle en tout cas d'intervention patrimoniale sur l'habitat, quelles sont les aides que l'on va mettre en place, puisque ce sont des aides qui sont cofinancées à la fois par l'agence et par la collectivité, et puis de pouvoir mettre en place du suivi animation. Et donc là, c'est le deuxième facteur d'ingénierie extrêmement important. C'est ce qui permet en fait d'être proactif sur le territoire et d'aller au-devant des ménages pour pouvoir leur permettre de comprendre d'abord quel est l'intérêt, évidemment, de leur patrimoine. Ça, souvent, ils le savent, mais aussi quelles sont les aides qui peuvent les accompagner pour leur permettre d'intervenir et donc d'avoir une aide publique qui va leur permettre de réaliser des travaux. Soyons clairs, il s'agit bien de travaux. Et alors, pour les copropriétés, j'ouvre une parenthèse, mais rapidement, là, vous avez raison, la copropriété est un lieu de décision extrêmement complexe. Et donc, on a mis en place un programme qui s'appelle ETEC et qui est là pour accompagner dans les petites villes notamment les copropriétés en matière de pédagogie sur la question de l'entretien de la copropriété, l'entretien de ce bien commun et ensuite, bien sûr, les aides auxquelles la copropriété peut prétendre pour pouvoir intervenir et évidemment, quels sont les systèmes décisionnels dans lesquels ces copropriétés se trouvent en sachant que les petites copropriétés sont bien souvent, j'ai envie de dire, autogérées, en tout cas avec des syndics bénévoles. Et effectivement, la question de la bonne compréhension des dispositifs est parfois complexe. Merci Valérie Mancret-Taylor. Célia Véraud, vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Alors d'abord, que peut faire la Fondation du patrimoine dans ce cadre du programme Petites Villes de demain ? Merci, bonjour à tous. La Fondation du patrimoine est partenaire du programme Petites Villes de demain. C'est tout à fait naturel puisque depuis notre création, 80% des projets que nous avons accompagnés sont situés dans des communes rurales ou dans des petites villes. Donc nous sommes vraiment partenaires des collectivités pour leurs projets patrimoniaux. Alors comment pouvons-nous vous aider ? D'abord en mobilisant au service du programme Petites Villes de demain nos outils classiques de soutien au patrimoine. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Et puis aussi, nous avons mis en place, avec le soutien du ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de la Culture, des actions spécifiques au programme. Alors, notre métier au service de toutes les communes, c'est de mobiliser la générosité pour le patrimoine. On est le premier acteur en taille sur ce sujet. En 2020, on a mobilisé 30 millions d'euros de dons et de mécénat, outre 28 millions d'euros pour le loto du patrimoine. Et ça fait depuis 25 ans donc 35 000 projets, environ 2500 projets par an qui sont accompagnés, avec une particularité, c'est qu'on est présent sur tout le territoire au travers de délégations régionales et départementales qui sont constituées de délégués bénévoles. Certains sont dans la salle. On a parlé tout à l'heure d'Anthony Koenig qui nous aide depuis de nombreuses années. Il y en a d'autres. Allez les voir, ils ont un petit pins blanc et rouge à la sortie, ils sont là pour vous aider. Donc voilà, mobiliser des financements privés. Je tiens à dire tout de suite que ce ne sont pas seulement des fonds qu'on va mobiliser aussi, puisqu'en fait, à travers ça, on a une véritable action de mobilisation citoyenne. En fait, le mécénat, nous, on est très, très engagés sur la défense du mécénat, qui n'est pas une concurrence des fonds publics, mais qui est véritablement un effet multiplicateur, un effet levier. Et le mécénat, c'est quoi ? C'est finalement demander à la population, qu'elle soit locale ou extérieure, des touristes ou des gens qui aiment votre ville,
demander aux entreprises, là encore des entreprises locales ou des entreprises nationales, de participer. Et en participant, ils ajoutent au projet, ils ajoutent une sorte de supplément d'âme, c'est-à-dire qu'ils soutiennent ce projet. Et je sais combien pour un maire, pour un élu, toute décision qui est prise est un arbitrage entre ce qui va être décidé et ce qui aurait pu être fait à la place. Et donc de ce point de vue, avoir des habitants ou des citoyens en général qui soutiennent un projet patrimonial, avoir des entreprises locales qui participent, avoir des grandes entreprises nationales qui s'engagent, eh bien ça apporte un véritable plus dans la prise de décision et la mobilisation. Ça améliore... Donc cet effet de mobilisation que vous pouvez avoir. On va passer la parole à la maire de Plombières, à Lydie Barbeau. Peut-être là aussi des conseils, comme tout à l'heure vos collègues l'ont fait, des conseils que vous pouvez donner aux maires, puisque vous avez lancé cette dynamique en disant « je ne veux pas perdre un habitant de plus ». C'était un travail de reconquête et de mobilisation de toute la population. On en a gagné en plus. Ah ben voilà, les premiers effets. On en a gagné. Bonjour à tous. Oui, donc Plombières, c'est une petite cité de caractère thermale et touristique. Et en fait, la question des outils, elle est très très large. Donc, je vais avoir du mal à synthétiser. Surtout que dans ma commune, tout est patrimoine. On vit dans le patrimoine, on va au terme dans le patrimoine, on reçoit les touristes dans le patrimoine, on a des magasins dans le patrimoine. Du patrimoine, il y en a partout. Mais le patrimoine, ça peut être du patrimoine bâti, historique, mais c'est aussi du petit patrimoine local. Et dans mon équipe municipale, on est aussi attaché à préserver les lavoirs qui font la spécificité de nos territoires ruraux, les croix, enfin tout ce qui est voilà, le petit patrimoine rural. Et que connaît bien la Fondation du patrimoine. Exactement, et d'ailleurs... Et puis, ce qu'on a vu aussi, le patrimoine naturel. Hein. Mais ce qui est intéressant dans votre méthode, c'est la façon dont vous avez diffusé tout cela. Vous avez su vous associer. Oui, ce qui est important, et les commentaires que j'ai entendus depuis ce matin me confortent là-dedans, c'est qu'il faut que le territoire, les habitants, adhèrent au projet. Petite Ville de demain, ce n'est pas seulement une simple boîte à outils dans laquelle on va piocher un financement pour réaliser un projet. Il faut qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait du sens. Et si ça ne fait pas sens pour les habitants, ça ne marchera pas. Il faut vraiment créer une cohésion autour de ce projet, donc travailler bien en amont pour proposer quelque chose de cohérent, et après, on va piocher dans la boîte à outils. Et cette boîte à outils, pour préserver le patrimoine, elle est assez large. Hein. Il y a effectivement les partenaires institutionnels que sont la Fondation du patrimoine, l'ANA, mais aussi toutes les autres aides des institutions qui peuvent vous apporter un soutien. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de donner l'envie aux gens de s'investir dans votre projet. C'est vous, les élus, qui portez le projet pour votre ville. Et si vous ne donnez pas envie aux autres, si vous n'êtes pas séduisant, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Donc, à vous d'être séduisant dans ce que vous proposez pour votre ville. Merci de ce premier témoignage, mais je vous laisse poursuivre. Je dois, parce qu'il y a un moment, il faut parler de choses qui fâchent. Et quand on parle de patrimoine, ce n'est pas que du patrimoine communal, enfin des biens de la commune, c'est aussi du patrimoine privé. Et que de temps en temps, il faut avoir des mesures coercitives, malheureusement. Et là, on parle de biens en péril ou de biens en état d'abandon manifeste. Et ça, c'est au maire de prendre la décision. Et il faut le faire, même si ça ne fait pas plaisir. Alors j'attire juste, faites attention, mes collègues, parce que de temps en temps, on prend des décisions de biens en péril, avec facturation de la mise en sécurité. Et puis on se retrouve en face de propriétaires qui ont organisé leur insolvabilité, donc c'est à la charge de la commune totale. Donc prenez bien les renseignements avant, ça c'est un conseil très pratique parce que ça m'est arrivé depuis un an. Voilà. Merci du conseil, merci mesdames. Bien, on va en parler justement peut-être avec des dispositifs qui peuvent être facilitateurs puisqu'on va retrouver dans un instant Jacqueline Gouraud qui écoutait nos échanges. Et merci d'avoir donc insisté, donné ce focus sur le patrimoine après le commerce. On voit bien qu'il s'agit aussi d'une mobilisation collective